Une alerte perçante éclate à 2 heures du matin, brisant d'un coup le silence oppressant de la nuit ukrainienne. En moins d'une heure, tout le pays s'enfonce dans un chaos imprévu où l'incertitude devient la seule certitude. Ce 22 octobre, une attaque aérienne d'une ampleur inédite s'abat sur le cœur de l'Ukraine, marquant un tournant brutal dans le conflit. Partout, des sirènes hurlent en chœur, de la capitale jusqu'aux confins occidentaux. Cette synchronisation n'est pas accidentelle. Elle découle d'un plan parfaitement orchestré, pensé pour saturer l'attention et submerger la capacité de riposte. En l'espace de quelques minutes, des nuées de drones et de missiles apparaissent dans le ciel, contournant radars et défenses tonnant grâce à des trajectoires savamment calculées. Leur objectif, inonder les systèmes de protection, forcer la dépense massive de munitions, révéler les emplacements des batteries anti-aériennes. Chaque seconde compte. Les défenses, débordées, doivent en choisir en urgence quelle cible intercepter. Malgré des dizaines d'interceptions, la densité de l'assaut ouvre des brèches. Plusieurs engins traversent et frappent le centre névralgique de la nation. À Kiev, le choc est immédiat. Des explosions secouent les quartiers de Dniprovski et Darnitsky, touchant à la fois des infrastructures vitales et des immeubles peuplés. Le bilan est lourd, de nombreux blessés, des morts, un sentiment de vulnérabilité qui envahit les millions d'habitants. Au-delà des ruines, c'est la confiance collective qui est ébranlée. Ignorer cette nouvelle logique d'attaque, c'est condamner la population à des pertes croissantes, humaines comme économiques. Chaque alerte, chaque détonation vise non seulement des cibles physiques, mais entame la résilience et le moral national. Comment une telle opération, aussi précise qu'intense, a-t-elle pu désorganiser un État entier en si peu de temps ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses stratégiques de cette nuit décisive. Derrière le déluge de feu, chaque détail du plan révèle une stratégie calculée pour tester et affaiblir l'Ukraine. Décryptons comment cette manœuvre a bouleversé l'équilibre fragile du front. Ce 22 octobre, l'attaque aérienne contre l'Ukraine n'a rien laissé au hasard. Ce n'était pas une salve brute, mais une œuvre stratégique, pensée pour user et briser, bien au-delà du spectaculaire. Tout commence dans l'ombre, par une phase de surveillance méticuleuse. Des nuits entières, des équipes scrutent, cartographient, analysent chaque rythme des défenses ukrainiennes, cherchant la moindre faille. Prenons un exemple concret. Pendant la guerre du Golfe, les forces alliées avaient aussi eu recours à une préparation intense, scrutant les positions irakiennes avec des satellites et des avions de reconnaissance afin d'obtenir une cartographie précise des menaces. En Ukraine, cette méthode se répète à une échelle démultipliée par l'usage des nouvelles technologies, des drones de reconnaissance et des écoutes électroniques qui sondent le moindre signal radar. Puis, à l'heure choisie, les drones gérant d'eux s'élancent. Leur vol n'a pas pour but la destruction immédiate, mais la saturation. Ils forcent les batteries anti-aériennes à révéler leur position, à tirer, à gaspiller des missiles coûteux. Ce balai mécanique sonde patiemment la carapace ennemie. À peine les premières salves interceptées, la deuxième vague s'abat. Des missiles de croisière surgissent, lancés depuis plusieurs directions, certains depuis d'imposants bombardiers, d'autres du sol. Leur trajectoire sinueuse épouse le relief, cherchant à échapper aux radars. Leur cible, les artères vitales, les infrastructures énergétiques, les centres logistiques. Pour bien comprendre cette manœuvre, il faut se rappeler du Blitz de Londres durant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands envoyaient eux des escadrilles entières de bombardiers pour saturer les défenses britanniques, forçant la Royal Air Force à se disperser et à révéler ses faiblesses. Aujourd'hui, la saturation se fait en quelques minutes, avec des engins autonomes, guidés par intelligence artificielle, rendant la riposte bien plus complexe. Mais la tempête ne s'arrête pas là. Des missiles balistiques s'invitent, frappant presque simultanément depuis divers horizons. La défense doit se fragmenter, réagir dans l'urgence. Rapidement, la saturation devient totale. Chaque interception coûte cher, chaque erreur peut ouvrir une brèche. L'objectif dépasse la simple destruction. Il s'agit d'user, de pousser l'Ukraine à consommer ses derniers stocks d'intercepteurs, à exposer ses faiblesses. L'ennemi ne vise pas seulement les structures, mais l'endurance et la confiance même du pays. Sous-estimer la minutie de cette stratégie, c'est risquer l'effondrement en cascade, coupure de courant, chaos logistique, peur généralisée. La guerre qui se joue ici n'est pas qu'une question de bombes, mais d'usure psychologique, économique et sociale. Prenons le cas de la guerre d'attrition entre l'Iran et l'Irak dans les années 80. Chacun tentait d'épuiser l'autre, non seulement par les pertes humaines, mais aussi par la destruction des infrastructures, faisant peser le poids du conflit sur la société tout entière.
La stratégie moderne contre l'Ukraine reprend cette logique, adaptée à l'ère des frappes de précision, du cyberespace et de la guerre de l'information. Derrière chaque explosion, une question se dessine. Combien de temps encore les défenses tiendront-elles face à cette pression implacable? Mais cette nuit-là, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Au cœur du chaos, un détail inattendu va bouleverser la suite de l'opération. Quand les frappes ne ciblent plus seulement des bases ou des dépôts, mais s'en prennent aux artères vitales du pays. Cette offensive aérienne vise bien davantage que des objectifs militaires. Elle cherche à paralyser l'infrastructure essentielle, l'énergie qui irrigue chaque foyer et chaque usine. Les postes électriques, les nœuds stratégiques, deviennent soudain les épicentres du chaos, révélant la fragilité d'un réseau sur lequel repose tout un peuple. Imaginons un scénario. À la suite d'une frappe sur un transformateur principal, un quartier entier de Kiev se retrouve plongé dans le noir. Les feux de circulation cessent de fonctionner, provoquant des embouteillages monstres. Les hôpitaux doivent évacuer les patients dépendant de l'électricité. Les commerces ferment et la population, livrée à elle-même, redécouvre la vulnérabilité d'une société ultra connectée. Un seul missile qui touche un transformateur principal suffit à plonger des quartiers dans le noir. L'effet domino ne tarde pas. Transport bloqué, stations de pompage à l'arrêt, communications coupées. En quelques minutes à peine, la vie de millions de citoyens bascule, comme suspendue dans un souffle d'incertitude. Le coût de ces frappes se mesure en semaines, parfois en mois. Remplacer un transformateur de grande capacité n'est pas une affaire de jours. Il faut souvent attendre, faire venir la pièce à travers un marché saturé, tout en gérant l'angoisse de nouvelles attaques et l'urgence logistique. Pendant ce temps, chaque coupure affaiblit la chaîne d'approvisionnement et épuise la résilience nationale. Pour illustrer, souvenons-nous de la grande panne électrique de New York en 1977. 48 heures de blackout avaient en suffi pour provoquer chaos, pillage, paralysie des transports et perte de confiance dans les institutions. En Ukraine, chaque coupure, même plus brève, a un retentissement similaire, exacerbé par le contexte de guerre. Les conséquences de se ressentent partout. Les hôpitaux tournent sur générateurs, les trains restent immobiles, les usines s'arrêtent. Pour des familles entières, trouver de l'eau où se chauffer demande soudain des trésors d'ingéniosité, du centre-ville aux villages les plus isolés. Mais la facture humaine est tout aussi lourde. Les quartiers proches des infrastructures ciblées subissent de plein fouet les destructions collatérales, immeubles éventrés, incendies qui gagnent du terrain, blessés piégés sous les décombres. Pour les secours, chaque alerte devient une course contre la montre. À mesure que la panique et la colère gagnent, la confiance dans l'État vacille. La fracture se propage, minant la cohésion sociale et la certitude d'un lendemain sûr. La bataille ne se joue plus seulement sur les lignes de front, mais au cœur même de la société. Face à cette offensive, une question obsède chacun. Combien de temps avant que le système cède, avant que l'obscurité devienne la norme? La riposte s'organise, mais le compte à rebours est lancé. Et si la prochaine attaque ne cherchait plus seulement à détruire, mais à paralyser pour longtemps? Depuis plusieurs mois, une évolution inquiétante s'accélère. Non seulement les frappes aériennes se multiplient, mais elles deviennent plus complexes, plus coordonnées. Chaque vague exploite de nouvelles failles, s'adapte et force les défenses à se disperser. Désormais, le but n'est plus l'effet immédiat, mais l'épuisement systématique. Intercepter un drone ou un missile coûte des centaines de milliers d'euros, alors que les stocks de munitions et les équipements s'amenuisent. Cette stratégie d'attrition vise à rendre la défense intenable à long terme, forcer l'adversaire à dépenser plus qu'il ne peut reconstituer, en hommes, en matériel, en argent. Pour donner une échelle, lors d'une attaque massive, il n'est pas rare que chaque missile intercepteur coûte entre 500 000 et 1 million d'euros, alors que chaque drone ennemi peut ne coûter que quelques dizaines de milliers d'euros. C'est une guerre économique où l'un tente d'épuiser les réserves de l'autre. Mais une nouvelle phase vient de s'ouvrir, l'attaque du front énergétique. À l'approche de l'hiver, les infrastructures vitales, centrales et réseaux électriques deviennent des cibles majeures. Des millions de personnes risquent de manquer d'électricité ou de chauffage. L'enjeu dépasse les destructions visibles. Il s'agit de provoquer la pénurie, d'installer le doute, de miner le moral collectif. Sous cette pression continue, la dépendance à l'aide internationale devient cruciale. Sans un flot constant de systèmes de défense, de pièces détachées et de financement, chaque offensive érode un peu plus la capacité de résistance, ralentit les réparations et fragilise la protection des civils. Le danger, c'est l'obligation de déplacer les défenses anti-aériennes loin du front, affaiblissant la couverture des zones de combat. Plus la défense s'étend, plus elle risque l'épuisement, la désorganisation.
L'ennemi cherche à disperser les moyens, à exploiter la fatigue, le manque de matériel, la nécessité de protéger simultanément trop de sites essentiels. Ignorer ce tournant, c'est accepter le risque d'un effondrement progressif. Infrastructures brisées, société sur le fil, confiance sapée dans la capacité de l'État à protéger. À terme, la désorganisation pourrait s'installer, ouvrant la voie à de graves crises internes et menaçant la stabilité nationale. La frappe du 22 octobre n'a donc rien d'isolé, elle s'inscrit dans une stratégie large, réfléchie, qui vise à tester et user les défenses sur tous les fronts. Chaque nouvelle attaque pourrait rapprocher un basculement difficile à anticiper. Survivre à l'ère des frappes hybrides impose un bouleversement complet des réflexes de défense. Il ne suffit plus de réagir. Il faut anticiper, adapter chaque rouage de l'État et de la société à une menace fluide et imprévisible. Premier impératif, renforcer sans délai la défense anti-aérienne par l'intégration accélérée de systèmes occidentaux modernes. Ces équipements, aptes à intercepter des attaques multiples et simultanées, doivent être déployés bien au-delà des seules grandes villes. Tout retard laisse une faille ouverte dans la cuirasse nationale, chaque minute d'attente se paie cash. Prenons l'exemple de la Pologne, qui depuis 2022 a investi massivement dans des systèmes patriotes et Iris-T, non seulement autour de Varsovie, mais aussi dans les villes secondaires et les zones industrielles. Cette multiplication des points de défense rend la saturation beaucoup plus difficile pour un adversaire. Deuxième pilier, la protection physique et la dispersion rapide des infrastructures critiques. Centrales thermiques, réseaux électriques, centres de communication, hôpitaux, aucune de ces cibles ne doit plus rester exposée. Cloisonner, dupliquer, dissimuler, installer des structures de secours mobiles. Telle est la nouvelle normalité face à la saturation permanente. Concrètement, cela signifie par exemple l'installation de transformateurs de secours dans des conteneurs blindés, prêts à être connectés en cas de destruction d'un nœud principal. Certaines villes allemandes ont déjà adopté ce principe pour leur réseau électrique. Vient ensuite la capacité de mobilisation et de coordination accrue des secours et des services essentiels. Les équipes doivent apprendre à intervenir en zone hostile, réparer sous pression, évacuer la population, mais aussi maintenir la continuité des services dans le chaos. Nul organisme, aussi aguerri soit-il, ne peut tenir sans préparation spécifique à la crise totale. Pour illustrer, les exercices de simulation de crise, menés régulièrement en Israël, ont permis à la population et aux services de secours de réagir en quelques minutes lors des bombardements de 2006, limitant ainsi les pertes humaines et matérielles. En parallèle, il devient crucial de développer des capacités asymétriques. Pouvoir menacer en retour, cibler les réseaux et installations de l'agresseur constitue l'une des rares véritables formes de dissuasion. Lorsque la technologie fait défaut, l'innovation, la guerre électronique et la cyberdéfense offrent des marges de manœuvre inattendues. Un exemple marquant, lors des conflits du Haut-Karabakh, l'usage de la guerre électronique pour brouiller les drones adverses a permis de sauver des dizaines de cibles qui auraient été détruites autrement. En Ukraine, investir dans des dispositifs de brouillage, de détection rapide et de leurres électroniques pourrait transformer la donne. Mais rien n'est possible sans un soutien civique massif et un moral entretenu malgré la peur et la fatigue. Les frappes hybrides visent à fragmenter la société, à semer la défiance, à éroder la cohésion. Chaque citoyen devient alors un acteur essentiel de la résilience nationale. S'informer, se soutenir, refuser la panique, voilà le rempart ultime. Cela passe par des gestes concrets. Former les familles à utiliser les abris, organiser des réseaux de solidarité de quartier, apprendre à réagir aux alertes, stocker des provisions d'urgence. Plus une population est préparée, moins elle sera vulnérable à la terreur. L'inaction, elle, condamne à une spirale de pertes humaines, matérielles et morales. Le risque n'est pas seulement la destruction physique, mais l'effritement progressif de la capacité nationale à assurer sécurité et stabilité jour après jour. Mais la question demeure, comment transformer ces principes en actions concrètes sous le feu constant de l'ennemi ? La suite révèle les premières brèches et les choix décisifs qui s'imposent. Oublier ce que cette nuit a révélé, c'est laisser la prochaine victoire à l'ennemi. La frappe du 22 octobre n'a pas été un simple épisode. Elle a incarné une rupture. Désormais innover, intégrer et anticiper ne sont plus des options, mais des conditions pour survivre. Cette attaque a dévoilé des failles profondes. L'Ukraine a dû exposer ses systèmes, vider ses réserves, improviser sous pression, signe d'alerte pour chaque nation sous menace. Réagir ne suffit plus. Il faut prévoir, car la guerre se joue à travers drones accessibles, missiles complexes et frappes coordonnées.
Les lignes de front traversent désormais les infrastructures, l'économie, la psyché collective. Pour avancer, chaque structure doit établir un plan d'urgence spécifique, identifier les chaînes critiques, former les équipes, organiser des exercices de simulation. Les écoles, les hôpitaux, les entreprises doivent tous intégrer la gestion de crise dans leur fonctionnement quotidien. Le risque est limpide. Une défense qui attend la prochaine crise restera derrière des adversaires capables de mêler technologie, renseignement et guerre psychologique. L'avenir de la stabilité nationale et la confiance de millions de citoyens sont en jeu. Chaque leçon manquée, chaque retard d'adaptation multiplie le danger de rupture. Ce n'est plus seulement la question des pertes immédiates, c'est la capacité d'un pays à préserver sa cohésion, son autonomie, sa liberté de choix. Le 22 octobre était un signal. Rester immobile, c'est accepter des pertes croissantes lors de la prochaine attaque. Innover, c'est reprendre l'initiative, protéger le quotidien, la liberté et la résilience nationale. Ainsi, la véritable question n'est plus de savoir si une nouvelle frappe surviendra, mais comment chaque acteur, du citoyen au chef d'État, peut transformer cette épreuve en opportunité d'adaptation. Seule une nation capable de se réinventer à chaque menace pourra espérer résister dans la durée. L'histoire regorge d'exemples où la résilience collective a fait la différence. Durant le Blitz, les Londoniens, malgré la peur, ont continué à vivre, à s'organiser, à se soutenir, rendant vaine la stratégie de terreur. Aujourd'hui, en Ukraine et ailleurs, c'est ce même esprit d'innovation, de solidarité et de préparation qui demeure la meilleure arme face à la tempête. La question de la survie collective ne se règle pas en un jour, mais chaque action concrète, chaque leçon tirée, rapproche d'une société capable d'affronter l'imprévisible. Ne laissons pas la prochaine alerte nous prendre de court, préparons-nous, innovons et restons unis.